Eh bien, bonjour à tous. Michael Sinatra, le directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur les métiers numériques de l'Université de Montréal. C'est un grand plaisir de vous accueillir cet après-midi pour une de nos conférences qui commence l'année. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons avec la chaire de recherche sur les écritures numériques dirigée par Matteo Vitali Rossati, Carla Cunello, qui est professeure au département de philosophie à l'université de Macerata en Italie, qui est une experte de phénoménologie française, Ricoeur, Lévinas, et est très intéressée aux humanités numériques, comme vous allez l'entendre. Elle a été professeure invitée à l'université McGill et elle est à l'heure actuelle détentrice d'une bourse de l'ambassade canadienne en Italie pour venir travailler avec nous aujourd'hui. Et on a donc le plaisir de la recevoir. Carla. Merci. Merci, c'est trop gentil, merci. Merci Marcello pour l'accueil, merci Michael pour ton accueil également et merci à vous tous pour l'amitié de ce moment de recherche en commun. Oui, c'est vrai, je suis partie dans ma vie plutôt, à vrai dire, du spiritualisme français. Mais c'est déjà ce moment que le problème où je voyais la crise de l'idée spirituelle de la conscience, c'était la matérialité du corps. Donc, depuis mon doctorat, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'une identité sans corps. C'est impossible. Voilà donc l'importance de la matérialité et de la corporité qui m'a conduit vers une tradition française peut-être aujourd'hui, oui, connue, mais pas la principale, c'est-à-dire celle de Maine de Biran. Et aussi celle avant de Maine de Biran, Condillac, donc le sensualisme et toutes ces, disons, voies, démarches de la pensée qui s'est concentrée plutôt sur l'importance du corps. À un moment donné, et après cette recherche sur le corps, la corporité, le rôle que le corps a vis-à-vis du sujet, j'ai rencontré une autre question dont aujourd'hui je vous ai parlé. Donc, à vrai dire, deux autres questions. La première, c'est de la traduction. Et on verra en quel sens je vous propose de l'entendre. Et la deuxième, c'est justement la question du corps. Mais le corps en tant que lié à l'espace. Normalement, on dit que le XXe siècle, inauguré peut-être par Sein und Zeit, a été le siècle du temps. Et en effet, ça c'est vrai, parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas eu une réflexion sur l'espace, mais c'est comme si cette réflexion a été depuis toujours seconde vis-à-vis de celle concernant le temps. Donc, le temps a eu une certaine primauté dans la réflexion. Tandis que lorsqu'on parle du corps, c'est plutôt l'espace qui reçoit son importance. Et pourtant, comment penser l'espace et le corps ensemble ? Voilà donc la traduction d'un côté dans le sens que je vous dirais, l'espace en tant que lié au corps. Donc mon premier point, ce sera de dire que oui, en effet, même si la réflexion sur le temps a été plus importante que celle sur l'espace, évidemment, il y a une très bonne recherche. Je me suis bornée au livre plus connu, plus récent. Évidemment, il n'y a pas du Merleau-Ponty, parce que Merleau-Ponty et l'espace, ce sont vraiment ce que tout le monde, tout parmi nous ont lu, et c'est là que moi aussi je suis partie. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas du Merleau-Ponty. Il y a Francis Kaplan, l'irréalité du temps et l'espace. Ça ne veut pas dire que le temps ou l'espace n'existent pas, mais qu'ils ne sont pas réels en tant que chose. Et donc là, mon avis, c'est un peu différent. Gaston Bachelard, très connu, la poétique de l'espace. Donc, on parle de l'espace aussi grâce aux images. C'est très intéressant les métaphores que Gaston Bachelard utilise pour dire l'espace, et qui sont toutes pourtant concentrées sur le couple dedans-dehors. Donc quand il s'agit d'espace, le métaphore qui le dit, c'est intérieur-extérieur. Pierre Kaufmann, Expérience émotionnelle de l'espace, celui-là aussi c'est un livre très connu, vous voyez, émotionnel, donc il y a aussi une façon de demeurer, d'habiter qui est concentrée sur les émotions, qui se passe par les émotions, et les émotions aussi écrit l'espace. Pavel Florenský, la traduction du livre en français remonte à 2013. À vrai dire, l'œuvre de Florenský, c'est début XXe siècle, fin XIXe, début XXe. Et c'est très intéressant parce que chez Florenský, il y a un entrelac entre la perspective esthétique, les mathématiques, il étudiait surtout Cantor, la théorie des infinis,
et aussi la perspective. La très forte liaison entre Floresque et Merleau-Ponty du l'œil et l'esprit. Donc on peut vraiment passer les deux ensemble. Finalement, Renaud Barbaras, L'espace par lui-même, Jérôme Millon, Grenoble 2004, c'est un livre qui a un recueil de plus importants explorations des études sur l'espace, surtout en phénoménologie. Je me borne à deux remarques très rapides. Donc, c'est juste une explication de titre, parce que je suis partie de là, d'accord? Donc, c'est mon point de repère, c'est ma bibliothèque avec d'autres livres. Là, ce sont les plus récents peut-être. Mais je voudrais, pour commencer, repartir d'une affirmation d'Emmanuel Levinas. Dans les entretiens avec Philippe Nemo, il parle de Sein und Zeit, de sa dette vis-à-vis d'Heidegger. Et il dit oui, Heidegger a eu le grand bonheur finalement de redonner au temps le rôle central. Et pourtant, d'abord, c'était Bergson qui avait ouvert toute la voie à la pensée du temps. Et je trouvais toujours très intéressant cette remarque de Levinas. Cette ouverture s'est passée par l'abandon de la physique. Et donc le temps n'était plus lu à partir de la physique, mais il trouvait à nouveau sa dimension psychique, existentielle. Or, ce que je vous propose de faire vis-à-vis de l'espace, dans mon estime, évidemment pour Bergson, c'est exactement le mouvement contraire. Quand il s'agit de l'espace, il ne s'agit pas de le dématérialiser, de le rendre son espace vécu, psychologique, émotionnel. On l'a déjà fait et c'est excellent de cette voie suivie. Quand il s'agit de l'espace, l'interrogation, la question qui devient principale, au moins c'est mon avis, évidemment on pourra en parler ensemble, c'est plutôt la corporéisation de l'espace, donc la matérialisation de l'espace. Et donc la question de quelle matière s'agit-il? Qu'est-ce que sommes-nous en train de faire? Donc une matière qui n'est pas évidemment Kaplan contesterait, il n'y a pas une matière de l'espace, oui bien entendu. Alors ma proposition est aussi, mais comment on écrit l'espace, donc quel genre de matière vraiment on va bâtir là. Et si jamais on peut parler de vécu, c'est vécu, je ne propose donc pas de le reconduire au sujet, mais effectivement à ce qu'on habite. Donc le premier rapport que je vous propose, le rapport entre l'espace et la façon où nous le bâtissons. À ces propos, je vous propose trois images. La première, vous savez, moi je viens de Marche, donc là, je vous invite à voir ce que Urbino est devenu. Mais là, voilà, on ne sait pas ce qu'est le peintre, Pietro della Francesca ou Melozzo da Forlì, mais c'est la città idéale, la ville idéale, la cité idéale, je ne sais pas traduction en français, et donc qui c'est Urbino dans notre région, je peux dire notre finalement. La deuxième de la Nouvelle Atlantide de Francis Bacon, j'ai mis le nom en latin pour éviter de confusion avec le peintre Francis Bacon, excusez-moi, donc c'était nécessaire à un moment donné et je reviendrai finalement, je mis son nom. Tout le monde sait que c'est Times Square évidemment parce que oui, c'est la pire des photos que j'ai trouvées. Je dis son nom parce que ça peut être, je ne sais pas, à Buenos Aires à un moment donné où il y a beaucoup de bus, de taxis, tout ça. Donc c'est la ville. Je vais expliquer les trois. Et pourquoi ces trois images? La première, c'est un espace paradoxalement sans corps. C'est un espace idéal, voilà, c'est le titre aussi. On bâtit l'espace en la perspective. Cet espace est devenu en effet une ville que maintenant vous verrez visiter, mais sans corps. Il n'y a pas une expression corporelle. L'autre, c'est la création de l'espace de la ville à partir d'une idéologie, de l'idéologie utopique de la Nouvelle Atlantis de Bacon. Donc là aussi, c'est un espace sans corps. Le troisième, c'est, oui, avec des corps, mais avec un mélange vivant de tout ça. Ce qui m'intéresse de ces trois peintures, ce n'est pas la façon où l'espace et le corps s'entremêlent, mais qu'il s'agit de trois différentes peintures
ont été faites, réalisées, bon, la deuxième évidemment non, mais qui sont l'expression de comment l'homme peut mieux habiter son monde. Donc voilà, le lien très strict entre l'architecture, le corps, l'habitation, le demeure et le sens est exprimé dans ces trois figures. Iconique évidemment, l'expression de moments différents de notre histoire. Or, c'est une façon alors de dire que l'espace est là où on habite, où on est, même quand les corps ne sont effectivement présents, mais c'est un espace préparé pour. Donc, quel serait l'idéal de l'homme humain? Évidemment, de l'idéal humaniste. Donc, à un moment donné, au XVIe siècle, voilà la ville pour l'humaniste. Là aussi, la ville de l'avenir, finalement, notre ville. Pourquoi alors? Qu'est-ce que signifie bâtir une ville pour y demeurer? Voilà, ça c'est l'essence que je vous propose de traduction. Alors, pour traduction, je préparais certains vocabulaire italien, mais je le fais exprès pour vous obliger à traduire finalement, mais, parce que là, il y a aussi le sens que je vous proposerai de maintenant des traductions que dans les titres j'indique au pluriel finalement. Pourquoi et quel est le lien entre transducere et la traduction et l'espace? Donc, nous, en latin, le mot que les latins connaissaient, ce n'était pas transducere, de traduction, le mot là, finalement dérivé du latin, mais c'était transfero, d'où les participes passés, translatum, d'où la translation en anglais. Quelle était la différence? Voilà, le premier à avoir utilisé le mot transducere, donc traduction, et le verbe latin traducere, a été un humaniste qui était en train de traduire le latin et le grec, donc qui était en train de préparer la première anthologie palatine, mais pour tout le monde, disons la première diffusion de la culture classique, et c'était Leonardo Bruni. Et en le disant, il fait une remarque très intéressante. Pourquoi cet néologisme? Il était en train de traduire les noctes attiques de Olugel. Et il utilise transducere parce que, à différence de l'autre verbe translatio, translater, transfero, translare, qui signifiait passer d'une langue à l'autre, donc passer du grec au latin, transducere, c'était faire de métaphores, de tropes, de métonymie. Donc là, c'est très intéressant parce qu'il ne s'agit pas d'un passage tout simplement, mais il s'agit d'un passage qui porte du sens et qui change aussi. Parce que quand on fait des métaphores, une chose qui est dite dans une langue n'est plus dite dans l'autre langue. Il est vrai que dans les photos qu'on a vues, il n'y a pas de passage, mais là, c'est un espace dans lequel on peut passer finalement. Il n'y a pas le corps, vous voyez, mais il y a une perspective qui annonce un passage possible. Là, au fond, on sort de la ville. Dans cette ville, oui, évidemment, on est à l'intérieur, mais ce n'est pas, c'est une île, évidemment, il y a tous les mythes et tout ça, mais il y a aussi le ciel. Donc là aussi, ce n'est pas une enclave, mais c'est un lieu où on peut transiter, bâtir, abattir pour vivre. Et là aussi, le sans nom, c'est évident. Alors, ce que je veux dire, et voilà, dans les villes qu'on a vues, ce sont des lieux où on passe. Voilà pourquoi je parle de traduction de l'espace. Et surtout, je dis que s'il s'agit de traduire tout simplement un mot, il n'y aurait jamais de sens de parler de traduction d'espace. Pourquoi? Parce que nous savons parfaitement de quoi s'agit-il. Espace, space, spazio, spatio, et tous les autres mots que vous voudrez. Tandis que quand il s'agit de passer, de transiter, de se mouvoir, de construire un sens, de porter quelque chose de nouveau, ainsi que le fait la métaphore, ainsi que le fait le trope ou la mélodie, alors là, il s'agit de traduction. Et c'est très intéressant le fait que la traduction, c'est un mot qui s'utilise aussi quand quelqu'un est traduit devant un autre. Voilà donc le sens que je vous propose de traduction. Et pourquoi la traduction est strictement liée à l'espace.
Être traduit signifie se traduire devant A, ainsi que quelqu'un qui est en attente de recevoir un jugement est traduit devant A un juge, ou pire encore, est traduit en prison par exemple. C'est le même verbe qu'on utilise. Donc la traduction, c'est vraiment le verbe, le mot, pardonnez-moi, du passage. D'un passage que pourtant fait quelque chose de très important. Car il ne s'agit pas d'un passage, disons, innocent ou sans conséquence. Comme tous les passages, la traduction est très puissante et comme tous les passages, elle engendre nouveauté. Alors, le premier sens que je vous propose de traduction de l'espace, est, ou bien le premier sens d'espace que je vous propose, c'est l'espace que la traduction bâtit. Comment? Vous imaginez ce qui s'est passé lors de la traduction de textes grecs grâce aux Arabes en latin. Ensuite, on a oublié cette tradition. Ça a renouvelé complètement la tradition. Mais chaque fois qu'un nouveau livre est traduit, ça va réinventer la tradition culturelle là où il arrive. Donc, ces deux placements en face d'eux ou devant, dans une autre langue, ce n'est pas tout génériquement le fait qu'on est passé d'une langue à l'autre, mais c'est la création d'une culture nouvelle et autre, donc d'un espace culturel nouveau. Voilà le premier sens que je vous propose. La contre-preuve, c'est le fait qu'il y a de lus qui ne doivent pas absolument être lus à cause du fait qu'ils sont trop révolutionnaires, et donc ils sont de livres qu'il ne faut pas lire évidemment, et pas non plus se traduire. Si on voit c'est une histoire que beaucoup de livres ont vécu, être pas traduit à cause de la portée révolutionnaire qu'il avait. Donc, à cause du fait qu'il pouvait vraiment renouveler, par exemple, le niveau politique, le discours politique dans une nation, connaître quelque chose d'autre. La traduction, donc, a eu toujours cet enjeu politique. Si aujourd'hui on pense aux translation studies, c'est justement la chose qui est en train d'arriver. Mais nous avons aussi, dans certains points de vue, l'effet, les fruits, la conséquence de cette tradition culturelle. Donc, pour parler du premier espace traduit, je dirais vraiment que le premier espace que la tradition crée est cet espace. Mais traduire et la traduction, pourquoi m'intéresse? Parce que l'espace culturel que la traduction contribue à créer n'est aucunement un espace seulement spirituel. Il est un espace matériel. Je vous ai fait l'exemple de Leonardo Bruni, qui traduisait les classiques latins, grecs, tout ça. Mais la conséquence a été la création de l'humanisme, en Italie bien sûr, mais en Europe en général. Et là, c'est que pour faire un exemple. Et on peut faire encore, chacun a à l'esprit les traductions. Vous pensez à la traduction de classiques en russe, par exemple, après la Révolution qui est arrivée en Europe, ou la bibliothèque de Danachik. Voilà. Il y a vraiment des livres qui ont eu la capacité matérielle de changer l'histoire. Et la traduction, par le fait qu'il crée une nouvelle culture et aussi qui renouvelle la langue parce qu'il n'y a pas toujours le même mot pour dire un concept, pour dire quelque chose, à cette puissance de l'écriture matérielle. Donc voilà pourquoi je suis arrivée à la traduction. Parce que j'ai cherché une voie qui permettait en même temps de réfléchir sur les passages et qui donnait quelque chose qui c'était une matérialité évidemment, mais pas une matérialité fixe, immobile. Une matérialité en passage, toujours. Et pourquoi mon intérêt pour le mot transducere, c'est qu'en grec, aujourd'hui encore, si on va chercher un transport, le transport s'appelle métaphorai. Parce que métaphorai signifie, voilà, passer. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette possibilité de penser une matérialité en fluidité, mais pas parce qu'elle est vague, parce qu'elle peut renouveler, elle peut changer, elle est censée apporter la nouveauté.
sur laquelle on pourrait revenir ensemble. Donc là, la traduction de l'espace, c'est mon premier point, la possibilité de créer de nouveaux espaces. Mais pourquoi, et encore, je vais terminer sur ce point, je voulais encore vous proposer notre réflexion. Pourquoi alors on a dit espace, passage, traduction qui écrit, qui renouvelle, et pourquoi ces mots et encore pas d'autres? Parce que ce mot est strictement lié à la métaphore, et donc au métaphorail, au passage, à la capacité de vivre, d'habiter, de demeurer dans l'espace en les bâtissant finalement, en n'étant pas séparé de l'espace. Le fait parce qu'elle montre en soi un noyau de sens, je dirais, que j'aimerais vous proposer comme le métaphoral. Qu'est-ce que c'est le métaphoral? Ce n'était pas la métaphore déjà faite, mais c'est ce qui pousse au passage. Vous voyez transducere, la préposition qui précède le verbe duco, duces, ducere. Et alors, ce trans, c'est, oui, aussi pour la transcendance, c'est le mot du transcender, etc. Mais c'est aussi ce que j'appelle ce qui oblige au passage. Pas nécessairement d'aller au-delà, au trans, dans le sens de surmonter quelque chose ou envisager n'importe quelle transcendance. Mais le trans en tant que métaphoral, ce cœur mouvant. Vous voyez alors où se concentre mon intérêt philosophique, principalement, c'est une idée. Pensez pourquoi on a à passer, et ce passé n'est pas la marque d'une négativité, d'une transitivité, tout ça, mais c'est vraiment la possibilité du corps de s'inscrire dans l'espace, de demeurer et s'inscrire dans l'espace. Voilà ce que j'entends pour métaphoral. La naturelle, universelle, humaine possibilité de passer. Voilà alors pourquoi mon intérêt pour la métaphore. Pas d'un point de vue littéraire, là aussi il y aurait beaucoup à dire parce que très intéressant là aussi. Là, vous voyez un peu quelle est ma constellation. Mais là, je suis arrivée à la métaphore en cherchant justement ces noyaux qui obligent à passer, mais pas n'importe où, dans les espaces qu'ensemble on bâtit. D'abord d'un point de vue culturel. Finalement, moi j'ai appris beaucoup de choses en étant avec vous et là c'est aussi ce genre de passage qui arrive et je vais emporter en Italie les recherches qu'on fait là. Donc vous voyez, il y a effectivement une puissance de traduction spatiale aussi. Donc en même temps culturelle qui trace des espaces effectifs que nous sommes en train de vivre. Le deuxième sens de traduction, c'est ce que j'appelle l'identité écologique. Marcello avait entendu parler de ça. C'est un mot, évidemment, c'est presque à la folie. D'abord, j'ai mis ce tableau parce que j'aime vraiment cette image, finalement. Et pourquoi identité écologique? En me présentant à vous, je suis partie du fait que, évidemment, la tradition spiritualiste que j'ai contestée un petit peu tout en l'ayant finalement étudiée, c'était le fait qu'on pense toujours une identité un peu isolée. En plus, mais vraiment, si on veut concéder quelque chose, on pense au rôle du corps. Donc, on arrive là. Qu'est-ce que j'entends les identités écologiques? Brièvement, mais ensuite je chercherai plutôt à l'expliquer. Écologique, ça vient d'Écosse, évidemment. J'étais un petit peu obligée à dire écologique parce qu'il y avait l'écologie, l'économie, donc le mot Écosse c'était déjà construit avec d'autres mots. Et une identité écologique, c'est une identité qui n'existe pas sans demeurer, sans passer et donc sans tout ce que je viens de dire. Je commençais, l'idée m'a été donnée par un philosophe que vraiment je n'aurais jamais imaginé parce qu'il a dit tout autre dans son esprit, dans son œuvre. Il s'appelle Franz Rosenzweig. Et c'est un auteur très cher à Lévinas, donc Marcello a écrit un beau livre sur Lévinas, justement c'était son auteur. Mais quelle était l'idée de Rosenzweig? Il n'y a pas de moi sinon dans un où, dans un lieu, dans un espace. Donc,
Ce qui rend concret le moi, c'est le fait d'être où, placé, là. La première fois que je lus ces passages, c'est justement un petit passage que je vous cite. Où es-tu? Celle-ci n'est rien d'autre que la question du tu, c'est-à-dire de l'être en face à. Et quand il parle encore du moi, il explique qu'on n'est jamais moi sans être ou en face d'un tu. D'abord, je me suis dit, mais non, mais c'est impossible. Ensuite, en réfléchissant, je me suis dit, mais bon, quand quelqu'un naît, il n'est pas en tant que conscient qui a fait l'expérience d'un bébé, du nez, mais même par les récits de quelqu'un d'autre le sait. Et pourtant, la première chose qu'on s'attend est une voix, est un cri. Je veux dire que la corporéité elle-même s'exprime bien avant que la conscience. Le moment même où quelque chose de vivant commence, ce n'est pas le moment où quelqu'un dit « moi je suis là », etc. Mais c'est un cri, c'est quelque chose qui arrive et qui se passe dans une localisation. On ne sait pas si on s'attend quelqu'un d'autre écoute. Non, il n'y a pas cette conscience. Mais il y a quand même quelque chose qui lance un cri, qui lance un appel là où on est. On est né et donc on commence une histoire parce qu'on est en face d'eux. On est devant A. Et même l'identité qu'on devient au fur et à mesure qu'on grandit n'est pas une identité statique, mais c'est une identité qui grandit, augmente au fur et à mesure qu'on se trouve en face d'eux ou là. Donc, identité écologique, c'est une identité qui est, qui demeure, dans sa constitution ne peut jamais se passer du fait d'être là, mais pas dans le sens hegélien du mot, d'être localisé n'importe où, en face de. Voilà ce qu'ajoute à l'être là heideggerienne, en face de. Et pourquoi on est en face de? C'est notre corporéité même qui clame, qui crie, qui se crie en face d'eux. Voilà donc pourquoi je suis arrivée à ce point des identités écologiques. Et si je donnais une définition, je le marquais là, l'identité écologique ne se borne pas à être une identité se constituant par le fait de demeurer, mais par le fait de demeurer devant A. Et ce devant A n'est pas la conscience d'être en face d'eux, mais c'est déjà inscrit dans la corporéité. Et je dis que la corporéité naît, vient au monde en tant que cri, en tant que besoin, donc en tant qu'ouverture, pas en tant que point. Voilà, on est là. Donc l'identité écologique, je l'appelle comme ça, pour des éléments, parce que c'est à l'entrecroix d'un être là, évidemment, en face à, devant à. En face de, devant à. C'est pourquoi alors, comment cette identité se concrétise? Comment devient quelqu'un? Et je use très volontiers le mot identité parce que dans le XXe siècle, on a parlé identité cartésienne, identité narrative, Paul Ricoeur, on a pensé beaucoup des identités, identités multiples, etc. Alors, moi, je propose ces mots en cherchant de dire comment se concrétise. Alors, ce qui concrétise l'identité écologique, je le répète, ce n'est pas le fait d'être statique, mais se transporter devant A. Donc, si je viens à ce que je dis de la traduction, je dirais parce que l'identité écologique est une identité traduite. Une identité qui se traduit continuellement, qui se porte, qui une fois qu'elle est là, commence aussi à se porter en face devant A. Et c'est ça qui fait vraiment l'écriture de l'identité. L'identité, ce n'est pas un geste, un coup de pistolet, aurait dit Hegel à la fiche finalement, moi et moi, voilà.
Et je ne dis pas, c'est même dans mon point de vue, même pas la phénoménologie de l'esprit finalement. Mais c'est vraiment le fait de demeurer en face des, pardon, parce qu'on se porte continuellement en face de l'autre, devant un. Et donc, c'est une identité dynamique qui passe, qui traverse. Et en traversant, constitue elle-même, évidemment. Pourquoi elle constitue elle-même? Parce que c'est en face de l'autre, en répondant à l'autre là où on est, que évidemment l'identité peut grandir, pas en réfléchissant sur soi-même, en revenant que sur soi-même. Ma proposition est exactement le contraire. On devient soi-même au fur et à mesure qu'on habite devant à l'autre et qu'on se porte en face de l'autre. Mais en tant qu'étant coloquée, elle se dirige vers. Or, vous voyez là la figure, non, c'est vertical. On ne voit pas le mouvement, mais il y a la perception finalement aussi. Donc, on parle de quelqu'un qui est là, qui monte, qui descend, tout ça. Pour dire à l'identité écologique, je ne l'ai pas marqué parce que c'est banal, je vous propose de penser une flèche. Une flèche, c'est quelque chose de concret, qui est écrit, qui est là, on ne voit pas vers où va, mais au moment où on voit cette figuration, cette figure, on sait bien que ce n'est pas un segment fermé, mais c'est quelque chose qui va vers. Et pourtant, elle est là. Une flèche, c'est une image qui s'écrit en effet, mais pour aller vers, donc pour exprimer une sorte de tension. Voilà ce que c'est ma proposition de penser cette identité en tant qu'identité écologique. Pourquoi cette tension? Parce que je veux éviter le risque d'en être là, jeté, ou bien immobile, ou bien qui se projette, que j'aime beaucoup. Je suis partie de là, évidemment. Mais je ne veux pas penser la colocation dans la dynamique contenant-contenu. En parlant de Gaston Bachelard, je vous ai dit, attention, Bachelard utilise beaucoup, et c'est très intéressant d'ailleurs, il utilise beaucoup la métaphore dedans-dehors. Je ne suis pas arrivée encore, et je ne sais pas dire pourquoi, comment, mais finalement, la dimension écologique n'est ni dedans ni dehors. Voilà, la flèche, c'est quelque chose qui s'adresse vers, qui est là, mais pour aller vers, qui est ici, mais pour être aussi ailleurs. Donc, l'identité écologique que je propose de penser par la traduction et la localisation de la traduction de l'espace, c'est cette identité qui en effet est là, mais pour être toujours vers. Voilà, la flèche, c'est l'idée, l'image que je vous propose. Alors, pourquoi la métaphore, le métaphoral pour cette identité écologique? Vous voyez, c'est traduire, c'est créer des espaces culturels nouveaux. En effet, les identités écologiques sont strictement liées à cette création des espaces nouveaux, finalement. Et elles aussi se créent au fur et à mesure que des espaces nouveaux se font. Alors, l'identité écologique, c'est la seconde traduction de l'espace que je vous propose. Pourquoi je l'appelle traduction de l'espace? Très trivialement, je dirais, parce que c'est la traduction de l'espace que nous sommes, et pas seulement où nous sommes, que nous contribuons à écrire par cette flèche que nous sommes. Et pourquoi identité? Parce que grâce au fait culturel dont je parlais, c'est finalement quelque chose qui revient sur le sujet. Ce n'est pas quelque chose qui arrive n'importe où, mais c'est quelque chose qui fait grandir la conscience que j'ai de moi-même, du monde, et aussi l'importance culturelle des instruments, des outils. C'est très intéressant de ce mot que j'ai appris dans les réunions qu'on a fait ensemble. Les outils pour construire un espace numérique. Il y a des outils. Finalement, une identité écologique, tout simplement, c'est une identité qui, en utilisant les outils, elle-même se fait identité, conscience d'elle-même et de le monde qui l'entoure et de l'espace qu'elle est capable de bâtir. Donc, qui est en demeurant. Et dernière chose que j'ai voulu là-dessus,
mon insistance à ce sujet, c'est pas parce que je ne veux pas parler d'une identité, non, c'est pas contre quelqu'un ou une idée, mais je suis en train vraiment de réfléchir sur corps et espace. Alors, la première question de je suis partie. Alors, une identité qui est corporelle dans la mesure où on habite et qui se traduit. Là où la traduction est entendue dans le sens que je cherchais à vous proposer. Finalement, on a parlé beaucoup des identités de la migration, surtout. C'est Lévinas aussi qui parlait beaucoup en ce sens. Je vais pas dire, je dirais évidemment, il y a ce sens de l'égarement, du fait d'émigrer, de se déplacer, etc. Je ne vais pas aller seulement vers cette dimension, disons, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'identité écologique que chacun entre nous est. Si je parle d'identité écologique et non pas seulement d'une migrant ou se déplaçant, etc., parce que finalement, je cherche à penser cette identité écologique que nous tous sommes en écrivant l'espace où nous sommes, en face de l'autre, devant à l'autre. Il ne s'agit pas seulement de se déplacer, d'être obligé à abandonner leur propre pays pour n'importe quelle raison. Chacun est une personnalité qui se constitue devant à, car répondre où tu es. Je suis là. Et cela, c'est la façon de construire ensemble l'espace. Je répète, pourquoi la traduction? Parce que le traduire, ça se passer incessant, on dirait, continu, par lequel cette identité qui fait, dirais-je, vraiment le cœur, la chair véritable de cette identité, qui croit au fur et à mesure, qui répond à l'autre, devant à. Je ne dis pas de l'autre parce que je n'arrive pas à ce niveau de responsabilité finalement, mais à l'autre pour répondre de soi-même. Une identité donc écologique. D'abord la traduction en tant que ce passé, la traduction en tant que métaphore et métaphorale. Finalement, je propose une troisième traduction de l'espace. Comment on peut penser l'espace si ce n'est pas un contenant? Pourquoi ce n'est pas un contenant? Parce que sinon nous serions des identités mises là, comme un objet dans un contenant. Les rapports dedans-dehors, contenant-contenu. Tandis que ce que je propose est la construction de l'espace grâce à notre propre habitation. Et les trois images que je vous ai montrées, c'est exactement ça. Le fait que dans les siècles, les hommes ont bâti des espaces nouveaux, finalement. Et alors, pourquoi la spirale? Et là, c'est ma dernière manie, peut-être. Marcello n'était pas au courant de ça, sinon me bloqué. C'est une dernière manie. D'abord, pourquoi je suis arrivée à la spirale? Vous voyez, je suis un peu maniacale dans ces entrelacs entre les idées et les images. Et surtout, ces images qui sont finalement universelles, mathématiques, donc qui n'ont rien de poétique, de beau, d'artistique, mais qui sont une expression par laquelle l'espace se trace. Je parlais pour cette raison de la flèche. La flèche n'est rien. Si je l'inscris là, c'est quelque chose qui va vers, mais on voit un mouvement ouvert. Finalement, alors, pourquoi la spirale? D'abord pour son histoire. Il y a un très beau épistolaire, un échange épistolaire entre Descartes et Maria Mersenne. Et Descartes, le deux s'échangent en disant, voilà que la spirale n'appartient pas à la géométrie. Elle se construit comme une figure plane de la géométrie, mais elle n'appartient pas à la géométrie. Elle appartient à la physique mécanique. Il la découvre en faisant des expériences avec le plan incliné. Alors, on voyait qu'au fur et à mesure qu'on inclinait le plan, on arrivait à utiliser ce plan pour soulever les poids d'une façon meilleure, avec moins de fatigue. Et le rapport entre le plan incliné et la Terre, donc la rapidité de la chute de l'objet, tout ça, était un mouvement bizarre. Ce n'était pas un mouvement comme celui qu'on a vu, disons, vertical. Mais
les points qui se contactaient entre eux, c'était des points qui construisaient une spirale. Alors, la spirale a été découverte, la spirale logarithmique, hein, je précise, excusez-moi, je n'avais pas précisé ça, a été découverte grâce à une expérience réelle, matérielle finalement. On se demandait comment s'organise le rapport entre un plan incliné et la Terre, et on découvre que la chute n'était pas un rapport normal, vertical, non, mais c'était une courbe particulière. Et c'était une courbe qu'on a appelée spirale logarithmique et qu'on pourrait retraduire sur l'écriture. Donc c'était ce passage de l'écriture et la réalité. On peut transporter et on peut calculer ce qu'on voit, ce dont fait l'expérience dans la réalité. Et on découvre aussi, on fait beaucoup d'études aussi sur un autre élément très intéressant, la vie, VIS, qui est très utile pour soulever des objets. Donc c'est quelque chose de très simple, mais si on applique la spirale, on peut soulever plus aisément des objets. Encore une autre expérience qu'on fait, je vous montre, là c'est la spirale de Fibonacci. Mais encore là une fois, vous voyez, là, la chose intéressante, c'est que les rapports mathématiques très précis, tout comme c'était très précise la première image qu'on a vue, celle voilà, de Pierre de la Francesca. La perspective là, c'est parfaite. Et pourtant, c'est un espace à vivre. Donc là aussi, il y a deux éléments très précis qui sont parfaitement liés. Et pourtant, ils sont la description de mouvements réels. Réels de quoi? Par exemple, la galaxie. Mais il y a aussi de vol des oiseaux. Et c'est très intéressant parce que on voit des oiseaux à un moment donné, en automne, en printemps, etc. On reconnaît la saison, voilà, c'est ça. Mais on parle de trajectoire. Et suivant la trajectoire, on s'oriente. En suivant, selon des saisons, la trajectoire des oiseaux, donc de quelque chose, n'importe quoi, on reconnaît quoi? On reconnaît la direction vers où. On ne voit pas, mais on écrit l'espace. Donc, et cette trajectoire de migration, c'est très intéressant parce que nous voyons tout simplement la ligne droite, tandis que le vol des oiseaux, de beaucoup des oiseaux, font une spirale. Je n'avais pas trop des images, mais désigne encore une fois un espace concret, réel. Pourquoi alors je propose la spirale comme troisième traduction de l'espace? Et est-ce que je veux dire que le fait de passer, oui, le fait de passer n'est pas linéaire. Le fait de passer, c'est comme une spirale qui, en construisant, en reconstruisant l'espace, le fait encore l'intensifie. Qu'est-ce que je veux dire par l'intensification de l'espace? Je veux dire que la molle et le ressort à spirale, par exemple, vous avez à l'esprit cet exemple tout simple. C'est quelque chose qui est utilisé parce qu'on peut le comprimer, mais quand on le relâche, ça redonne énergie. Pour l'espace, c'est la même chose. L'espace peut être quelque chose de vraiment comprimé, plat. Voilà, il n'y a rien. Et pourtant, le demeurant, en y passant, en le réécrivant, en le réinventant, en passant aussi à l'écriture de l'espace, on lui donne une intensité qui était d'abord inouïe. Ce que je veux dire, que l'identité écologique, ce ne borne pas à être là, mais elle aussi, en bâtissant l'espace et en grandissant, en devenant conscience finalement, se faisant l'identité elle aussi, contribue aussi à la réécriture de l'espace, à la réinvention de l'espace. Qu'est-ce que je veux dire par intensification de l'espace? Que l'espace n'est pas quelque chose qui est déjà là. C'est un peu comme Kant disait, l'orientation, c'est quelque chose de subjectif.
Le centre de cette orientation, c'est finalement la raison humaine. Ce que je propose, c'est que, en traduisant identité écologique, cette identité, ce n'est pas une identité qui revient seulement sur soi, mais qu'en vivant, forme ces espaces qui, pour ainsi dire, peuvent s'intensifier, voilà, s'amplifier, comme une spirale. Donc, c'est intéressant d'arriver à cette conception finalement de l'espace. Et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans un physicien qui maintenant est à Marseille. C'est un Italien qui a fait sa carrière à l'étranger finalement, comme ça arrive de plus en plus souvent. Il est un physicien qui est en train de, entre Einstein et la physique quantique, et il est en train justement de penser le temps et l'espace comme intensification progressive, et pas comme une continuité plate. Évidemment, dans la physique, c'est plus simple ça, mais j'ai retrouvé cette idée, il s'appelle Carlo Rovelli, très très intéressant, de retrouver un espace qui s'intensifie, s'élargit, se forme au fur et à mesure qu'on y est. Donc voilà pourquoi je parle de la spirale. Je vous signale ça. Je n'ai pas montré la spirale la plus classique qui c'est ensuite infinie de cercles. Voilà. Et c'est évidemment la spirale que je vous propose. Mais pourquoi? Sans fin et sans début. Parce que dans la spirale, on n'a pas ni de dedans ni de dehors. La spirale, c'est quelque chose qui continuellement s'intensifie, qui se déroule. Vous voyez? Normalement, on dit, oui, mais on risque d'être englouti. C'est une objection qu'on m'a été adressée. Oui, c'est vrai. Mais on risque aussi d'être rejeté, finalement. On ne sait pas. Et même l'espace plat, qui pour nous peut être la surface lisse, non, est plus sûre. C'est aussi un peu ennuyant, finalement. On ne peut pas vivre dans la surface sur laquelle rien n'arrive. Tandis que la spirale, c'est quelque chose qui se construit avec celui qui l'a fait finalement. Voilà alors ce que je propose par construction de l'espace, qui c'est finalement quelque chose de tout à fait naturel. Ainsi que la spirale, c'est une force qu'on découvre d'un point de vue naturel. C'est un espace qui s'enveloppe, qui se construit avec, au fur et à mesure qu'on l'écrit, et avec qui le vit. La vie est U de mer. Finalement, c'est une traduction qui bâtit, bâtissant. L'identité aussi bien que l'espace. Quelle figure pour cet espace? Je vous propose la spirale pour les raisons que je vous ai dit. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes, je vais à la conclusion. Et je voudrais dire ça. Donc, à quoi bon les numériques et tout ça? Et pourquoi finalement, au-delà de l'agent de l'ambassade canadienne et du projet, l'intérêt a commencé. C'était un hasard. Il y a 2 ans, j'avais été invitée ici, par hasard par un autre collègue qui m'a dit à l'université de Montréal arrive un Italien qui donne une conférence. C'est ainsi que j'ai connu Marcello. Notre amitié s'est prolongée. Il est venu à Marcello aussi, avec un grand plaisir. Maintenant, je vous ai connu finalement à l'époque, le jeune Enrico qui commençait son doctorat, je me souviens. Alors là, pour dire que même cette rencontre a été occasionnée par une fête écologique finalement, par une traduction, par un transport, si un peu, peut-être par hasard, on ne sait pas, par une spirale, parce que la spirale est faite bien entendu aussi de cas, d'hasard. La spirale n'est pas mécanique dans le sens qu'elle se répète toujours à la même façon. Je vous ai fait l'exemple du plan incliné. Suivant l'inclination que je lui donne, j'ai un rapport de force différent, donc des spirales différentes, des points de relation entre le plan et la Terre qui sont différentes. Donc la spirale n'est pas quelque chose qui est toujours pareil. Vous voyez, là, je suis toujours passionnée pour cette image. C'est Jacob Bernoulli, un autre mathématicien, je m'intéresse tout ça, qui a voulu cette inscription. C'était la spirale logarithme. Et adem mutata resurgo. Je ressurgis, je renais, même si différente.
Donc les espaces se renouvellent toujours. Et pour le numérique, ça, pour moi, c'était la même expérience. J'avais une idée, bien entendu, comme tout le monde, c'est-à-dire la création de nouveaux lexiques, de la traduction de l'espace grâce à l'informatique, etc. Tandis que ce que je cherchais, que peut-être je suis en train de trouver avec vous, et merci encore de l'accueil, c'est cette possibilité, avec l'écriture, de créer des espaces nouveaux. On ne sait pas où on arrive. D'ailleurs, Gutenberg ne savait pas où il serait arrivé avec le premier livre. La seule chose qu'on savait, c'est qu'on avait publié la Bible, et là, c'était le chaos le plus total, parce qu'il y avait eu une réforme, l'église de guerre, etc., etc. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne sait déjà. La chose la plus intéressante est qu'il ne faut pas abandonner ses propres intérêts et ses propres recherches, mais on est en train de changer complètement, disons aussi, le devant A. Tandis que jusqu'à ce moment, je parlais de devant A, identité écologique qui s'est jouée dans une certaine partie du monde, grâce au numérique, ce devant A peut devenir bien plus vaste. Bien plus large et bien plus libre. Donc voilà, et là c'est question d'espace, parce qu'il s'agit de la liberté de vivre, de l'être devant A, et aussi d'une capacité de rencontre, et même d'engendrement de nouveautés qui sont sûrement voilà, pensées. Donc ce que je vous ai proposé, ce n'est pas une réflexion sur les numériques, mais sur les enjeux que même pour la philosophie, le numérique a. Et pourquoi alors le numérique n'est pas un défi régional, voilà, n'est pas un défi régional, mais ça va devenir une façon grâce à laquelle on repense notre propre façon d'habiter au monde, ainsi que le XXe siècle a commencé par une réflexion sur le temps. Je vous remercie et j'espère de ne pas avoir été trop longue. Parfait. Merci beaucoup, Carla. Nous avons du temps pour